Virginie, pensez-vous que la Russie et les États-Unis pourraient s'accorder sur un compromis incluant l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne? Compte tenu de son état de nécrose avancé, l'Union européenne sans l'OTAN n'est pas une menace pour la Russie et cela renforcerait la stratégie des chaînes chères aux États-Unis. La France sera-t-elle encore le dindon de la farce? Je souris tristement parce que cet internaute a de l'imagination, qui n'est pas forcément stupide d'ailleurs. Disons, ce qui est vrai, j'ai remarqué en effet, sans doute comme cet internaute, que la Russie a toujours mis les mêmes buts de guerre et la Russie a toujours dit qu'elle n'acceptera pas que l'Ukraine rémanente, puisque la Russie a décidé, veut conserver les provinces de Crimée, de la République de Luhansk, de la République du Donetsk, qui ont déjà été intégrées à l'ensemble russe, plus les oblasts de Zaporojie et de Kherson, qui ne sont pas encore intégrés à la Russie, et qui correspondent à ce qu'on a appelé Novarossia sous la Grande Catherine, et que la Russie veut intégrer à l'ensemble russe. Bien. Il y a la question d'Odessa, de la région d'Odessa, mais ça a l'air d'être plus... on n'en parle pas trop pour le moment. Mais par ailleurs, la Russie a toujours dit qu'elle ne refusait que l'Ukraine entre dans l'OTAN. C'est moins évident sur l'affaire de l'Union européenne. Effectivement, j'ai pas forcément entendu qu'il en soit question. Sauf que quand même, je rappelle que dans le cadre du traité de l'Union européenne, l'article 42 du traité de l'Union européenne pose le principe que les pays membres de l'Union européenne qui ne sont pas membres de l'OTAN doivent néanmoins respecter les directives de l'OTAN, quoi. En gros, c'est ça. Donc, ça reviendrait quand même, si l'Ukraine entrait dans l'Union européenne, à ce que, par le truchement de l'article 42, elle soit amenée à adopter, à épouser la politique étrangère de sécurité et de défense. Donc, je ne suis pas sûr que les négociateurs russes vont l'accepter. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que ce qui semble se profiler en ce moment, c'est un charcutage en règle de l'Ukraine. Ça rappelle un peu des charcutages qui ont eu lieu dans l'histoire de l'Europe. Notamment, il y avait la Pologne qui avait été par le partage de la Pologne à plusieurs reprises entre l'Allemagne et la Russie. Donc là, ça pourrait être l'Ukraine. Donc j'ai vu que Trump, semble-t-il, voudrait conserver une part pour les terres rares, pour l'énergie, etc., en laissant une partie à la Russie. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais c'est assez curieux. Ce qui me paraît pratiquement certain, c'est que... je sais pas de nouveau, je le dis depuis des mois. Ce qui est certain, c'est que la Russie conservera la Crimée. Je vous renvoie à mes vidéos, mes conférences sur l'histoire. C'est d'ailleurs tout à fait justifié parce que la Crimée n'a jamais appartenu aux polono-lituaniens. Voilà, c'est Khrouchtchev qui était à moitié ukrainien qui avait donné ça en 1954. Là, il y a les républiques du Donbass et les oblasts de Zaporojie et de Kherson. Là aussi, c'est assez légitime que la Russie les conserve puisque c'est Novarossia. Je dis légitime parce que ça, j'insiste aussi, il y a beaucoup de gens, enfin, je vois sur les, pas chez nous, mais je vois des réseaux sociaux, des gens qui s'indignent, c'est scandaleux, la Russie est intervenue, quelle honte, etc. Mais je rappelle à toutes ces personnes que tout ceci n'aurait pas eu lieu. Il y aurait eu des 500 000 morts ukrainiens en moins, et l'Ukraine conserverait la Crimée et tout le Donbass, tout simplement s'il n'y avait pas eu la révolution du Maïdan pilotée par Madame Victoria Nuland. Il faut quand même revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, je l'ai déjà dit, je le réinsiste ici, si les dirigeants, s'il n'y avait pas eu ça, si les Américains, mais c'est pas les Américains version Trump, c'est les Américains version Obama, Biden, ou Clinton, ou le républicain George W. Bush. C'est-à-dire que si c'était pas eux qui avaient j'ai envie de dire un gros mot, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Ils ont foutu la merde, en fait, avec leur histoire de révolution du Maïdan, dans un équilibre qui était très difficile, parce que effectivement, les dirigeants kieviens savaient que, d'abord, il y avait énormément de liens familiaux et culturels et historiques entre l'Ukraine et la Russie, et que, par ailleurs, c'est quand même le grand ours russe, c'est quand même la première ou deuxième puissance militaire mondiale. Et donc les dirigeants à Kiev avaient bien compris que les Russes ne lâcheraient jamais la base militaire de Sébastopol. C'est pour ça que la Grande Catherine avait demandé
au prince Potemkin, au maréchal Potemkin, qui était son amant par ailleurs, d'aller conquérir justement la Crimée et ce qu'on appelait les plaines pontiques, qui appartenaient à des principautés musulmanes relevant de la Sublime Porte, relevant de l'Empire ottoman, et ne relevant absolument pas de la République des deux duchés, du duché de Pologne et Lituanie qui occupaient le nord-ouest. Donc il faut vraiment aller voir l'histoire de l'Ukraine. J'ai fait des vidéos sur le sujet pour bien comprendre la situation. Donc si les dirigeants à Kiev, ils savaient que l'Ukraine était un pays composite qui avait été créé artificiellement en 1920 par Staline. Ils savaient que c'était de la nitroglycérine, il fallait surtout pas y toucher. Et ils avaient eu l'intelligence politique de louer en bail amphithéotique à la Russie la location du port de Sébastopol. Parce que sinon, ça serait privé la marine russe de sa principale base dans les mers chaudes, dans tout l'hémisphère occidental. Donc jamais la Russie n'acceptera ça. Enfin, c'est évident. Il faut vraiment avoir perdu les pédales comme Madame Victoria Nuland et les néoconservateurs américains pour se dire « Ouais, les Russes, tant pis, on va leur piquer la Crimée, ils réagiront pas. » C'est évident que non. Ils étaient forcés de réagir. De même que les Américains ont réagi quand les Soviétiques avaient placé des missiles à Cuba en 1962. D'ailleurs, en réponse à des missiles américains qui avaient été placés en Turquie, soit dit en passant. Donc, il fallait ne pas intervenir. C'est les Américains qui sont intervenus, qui ont fait la révolution du Maïdan. On a vu Madame Victoria Nuland aller à Kiev distribuer des pains au chocolat comme ça devant les caméras. On a vu, ça a été intercepté, sa conversation téléphonique avec son ambassadeur Geoffrey Payat à l'époque, et qui, elle disait, voilà, vous allez mettre un tel et un tel comme Arseny Yatsenyuk qui va être au gouvernement, machin, Klitschko, j'en veux pas, là, c'est les mafieux, on n'en veut pas, ils vont rester maire de Kiev, enfin, tout ça est sur la table, hein, voilà. Donc s'il n'y avait pas eu ça, l'Ukraine aujourd'hui, elle aurait toujours la Crimée, le Donbass, etc. À partir du moment où il y a eu ça, puis dans la foulée, il y a eu l'installation de 12 bases de la CIA le long de la frontière russe. Puis, dans la foulée, les bombardements des populations dans le Donbass, etc. Qu'est-ce que vous voulez ? Et c'était une provocation. C'était les intérêts. Je l'ai déjà expliqué beaucoup. Je le réexplique une dernière fois. Enfin, encore une fois. Ce sont les intérêts absolument vitaux et existentiels de la Russie qui étaient en cause et qui sont en cause. Alors que c'est pas du tout les intérêts existentiels des États-Unis. Et c'est quand même, là aussi, je me permets de rendre hommage à Trump, dans le concert de détestation que l'on essaie de mettre dans la tête des Français. Trump, c'est quand même le premier président des États-Unis que je connais, que j'ai vu de ma vie, qui a expliqué qu'en fait, c'était les États-Unis qui avaient provoqué. Il a dit que cette guerre, il a dit si j'avais été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Il a dit parce que l'origine de cette guerre, c'est l'OTAN, c'est la volonté de l'OTAN, et c'est Madame Victoria Nuland, Monsieur Kagan, etc., les néoconservateurs, de pousser l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie pour ensuite participer au carnage de la Russie, son dépeçage en une quinzaine d'États. Ça, je l'ai également montré, toutes preuves à l'appui, dans une autre vidéo que vous trouverez au dialogue franco-russe. Donc, Trump, je le reviens là-dessus, pour l'instant, je suis désolé, ce qu'il dit, c'est la vérité. Voilà. Et comme on dit dans les évangiles, seule la vérité libère. Et moi, ce que je pense, c'est que Trump, s'il continue comme ça, il n'est pas exclu qu'il redonne à l'Amérique son prestige mondial qu'elle avait perdu. Parce que l'Amérique a fait fantasmer des tas de générations d'Européens, justement, parce que c'était, qu'on le veuille ou non, même si c'était quand même le pays de la liberté. Enfin, la statue de la liberté, là, comment il s'appelle ? Ce politicien de bas étage, comme l'a qualifié la porte-parole de la Maison-Blanche. Glucksmann. Voilà, Raphaël Glucksmann. Elle l'a qualifié de low-level politicians, que d'ailleurs les journaux français, les médias français ont soigneusement caché. Monsieur Glucksmann qui veut récupérer la statue de la liberté, mais c'est vrai, honnêtement, que l'Amérique, d'ailleurs on disait pas les États-Unis, on disait l'Amérique, ça a été vraiment un mythe important. Et il n'est pas exclu que Trump finisse par, alors peut-être pas en France, peut-être pas, parce que nous on est gangrenés par l'État profond qui chassait des allées du pouvoir de Washington, semble s'être précipité pour occuper les allées du pouvoir à l'Élysée ou au 10 Downing Street, pour essayer de se faire une revanche. Mais il n'est pas exclu que on verra ça, ce qui est l'histoire en a, mais peut-être en effet que Trump va peut-être redonner
du prestige, de la sympathie aux États-Unis d'Amérique. Ça n'est pas exclu s'il continue dans cette voie qui est la voie de la vérité.